Madame la ministre, chère Muriel Pénicaud, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs, chers amis. Merci, Madame la ministre, d'être parmi nous aujourd'hui. Vous avez devant vous l'ensemble des responsables nationaux et territoriaux qui représentent les 2 300 000 entreprises artisanales, commerciales et libérales. Vous savez, Madame la ministre, nous sommes des interlocuteurs exigeants, mais constructifs. Notre objectif est simple et connu. C'est une meilleure prise en compte des entreprises de proximité dans les politiques publiques et en particulier celles menées par le gouvernement. Certes, il arrive que nous n'ayons pas toujours les mêmes positions, mais je tiens à témoigner devant ici mes collègues de la qualité des relations que nous avons, avec vous-même d'abord, avec votre cabinet. Et c'est tout à fait important dans le cadre des réformes dont vous avez la charge. Permettez-moi d'abord d'évoquer à nouveau les ordonnances travail, sur lesquelles nous avons consacré un atelier, débat, sur ce sujet au cours de cette matinée, auquel a participé votre directeur de cabinet, Antoine Fouché. Nous nous sommes particulièrement félicités de la méthode que vous avez retenue pour élaborer ces ordonnances qui modifient le Code du travail. Pour la première fois depuis longtemps, j'insiste là-dessus, les caractéristiques de nos entreprises artisanales, commerciales et libérales ont été véritablement prises en compte. Je pense en particulier à la bonne articulation entre accords de branche et accords d'entreprise. Le rôle des branches professionnelles a en effet été conforté pour leur permettre d'exercer pleinement leurs fonctions de régulation économique et sociale. En outre, ces ordonnances prévoient l'obligation de prendre en compte les entreprises de moins de 50 salariés lors des négociations de branche, de sorte que les spécificités de nos entreprises ne puissent plus être oubliées. Les nouvelles dispositions permettent enfin aux chefs d'entreprise artisanales, commerciales ou libérales, en particulier de moins de 20 salariés, d'adapter certaines règles d'organisation du travail après consultation des salariés. Ce choix est conforme à la réalité des entreprises de proximité dans lesquelles le dialogue entre employeurs et salariés est quotidien. Enfin, la représentation des salariés est simplifiée dans les entreprises de 11 à 19, ce qui est de nature à rassurer les chefs d'entreprise. Dommage, en revanche, que le gouvernement ne soit pas allé jusqu'au bout de cette logique en portant le seuil social de 11 à 20 salariés, comme nous le souhaitons. Par ailleurs, toute la partie visant à sécuriser l'entreprise face au risque de licenciement répond largement aux priorités mises en avant par l'UDP dans le cadre de la concertation. Ainsi, l'instauration d'un plancher tenant compte de la taille de l'entreprise et d'un plafond d'indemnisation des licenciements irréguliers ou sans cause réelle et sérieuse évitera de mettre en péril certaines entreprises de proximité trop lourdement condamnées par rapport à leur capacité financière et mettra fin à des inégalités de jugement inacceptables d'une région à l'autre. L'UDP a également été entendue sur la nécessité de juger les licenciements sur des questions de fond plutôt que des procédures. Cette disposition était indispensable pour nos entreprises qui doivent faire face à la complexité du droit du travail alors qu'elles ne disposent pas de services juridiques internes. À peine ce chantier des ordonnances travail terminé, vous avez engagé la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage dans le cadre des orientations annoncées par le Président de la République. Vous le savez, Madame la Ministre, l'importance de l'apprentissage pour nos secteurs d'activité, puisque les entreprises représentées par l'UDP forment plus de la moitié des apprentis en France. C'est grâce à l'apprentissage et plus largement à la professionnalisation que nous préparons nos futurs salariés, dont un certain nombre deviendra chef d'entreprise. Nombre de nos propositions se traduisent aujourd'hui dans la loi. En particulier, la mise en place d'un prépa-apprentissage, l'assouplissement des dates d'entrée en apprentissage, la simplification pour les entreprises de la rupture du contrat ou encore un meilleur fléchage des aides en direction des plus petites entreprises. Comme nous le demandions, les branches professionnelles se voient confier plus de responsabilités dans l'élaboration des diplômes, mais aussi dans la définition des coûts au contrat. Pour que cette réforme soit une réussite, il faudra que plus de jeunes soient orientés vers l'apprentissage.
ce qui constitue une voie d'excellence et surtout la meilleure garantie pour trouver un emploi. Si la création d'une aide unique pour les entreprises qui forment des apprentis constitue une très bonne mesure, vous le savez, nous regrettons qu'elle soit limitée au niveau inférieur ou égal au baccalauréat, en particulier pour les entreprises de moins de 20 salariés. De même, vous le savez, Madame la Ministre, nous pensons qu'il fallait supprimer le lien entre l'âge de l'apprenti et sa rémunération. Ceci est contraire à l'objectif que nous partageons, Madame la Ministre, d'élever les niveaux de qualification. La réforme confirme également la mutualisation des moyens en matière de formation professionnelle continue, en direction des salariés et des entreprises de moins de 50 salariés. Nous serons particulièrement vigilants pour que cette disposition se concrétise dans de bonnes conditions lors de sa mise en œuvre. C'est pourquoi, comme vous le savez, Madame la Ministre, l'UDP a engagé des travaux dès le début de cette année pour créer un opérateur de compétences dans les champs de l'artisanat et des professions libérales. En effet, vous avez décidé de réformer, de manière radicale, c'est vous qui l'avez indiqué, la gestion du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage, notamment par la transformation des OPCA en opérateurs de compétences, les OPCO, et en réduisant leur nombre. Or, la réussite de cette réforme passe par la création d'un outil adapté aux entreprises de l'artisanat, du commerce de proximité et des professions libérales. C'est la condition pour développer la formation des salariés des plus petites entreprises et développer l'apprentissage. Comme vous l'avez d'ailleurs dit vous-même, l'accès à la formation en France n'est pas bon, en particulier pour les salariés des petites entreprises. Or, et nous en avons maintenant la preuve, cela tient pour partie au fonctionnement actuel de certains OPCA. Nous avons donc, dans un premier temps, engagé une négociation avec les 5 organisations syndicales de salariés pour transformer Actalliance, OPCA des professions libérales, en OPCA des entreprises de proximité. Ceci a abouti à la conclusion d'un accord, le 13 juillet dernier, qui a déjà été signé par 4 organisations syndicales de salariés. Nous engagerons, dans les tout prochains jours, une nouvelle négociation pour transformer cet OPCA en opérateur de compétences. Nous constatons avec satisfaction que cette démarche rejoint les propositions du rapport Marx-Bagorski qui vous a été remis récemment. En effet, ce rapport préconise la création de 11 OPCO, dont un dédié aux métiers de l'artisanat et des services de proximité, incluant les secteurs de l'artisanat, du commerce de proximité et des professions libérales, de l'hôtellerie-restauration et du tourisme. Nous comptons, Madame, avec confiance sur votre décision positive sur la création au premier trimestre prochain de cet opérateur de compétences, et permettez-moi de préciser, qui doit légitimement être majoritairement géré par l'UDP. L'enjeu de cette création de ce nouvel outil est primordial car il conditionne les réponses à apporter à nos entreprises en matière de besoins en compétences. Et vous l'avez très bien dit, Madame la Ministre, le premier marqueur du chômage, c'est le manque de qualification et la meilleure protection, c'est la formation. Ceci me permet de faire le lien avec l'autre grand chantier que vous avez ouvert, celui de l'assurance chômage. Comment pouvons-nous accepter un taux de chômage qui reste encore l'un des plus élevés de l'Union européenne et constater, jour après jour, vous l'avez fait vous-même, que de nombreuses offres d'emploi ne sont pas pourvues, en particulier dans nos entreprises. Force est de constater une inadéquation entre les besoins de nos entreprises et la qualification des chômeurs qui sortent du système de formation initiale pour les plus jeunes, mais également globalement du monde du travail et de la non-qualification de certains chômeurs. Certes, ce sujet n'est pas nouveau, mais on l'a vu s'amplifier il y a quelques mois avec une reprise que nous avons connue, même si elle a été fragile, mais on l'a constaté, une reprise dans nos activités. Et les emplois non pourvus risquent, à terme, nous le pensons, pour partie, de contribuer au ralentissement du rythme de la croissance. La réforme de l'apprentissage et de la formation professionnelle nous apporte un nombre de réponses intéressantes. En ce qui concerne l'assurance chômage, nous sommes favorables à vos orientations visant à faciliter la reprise d'un emploi. Par contre, disons-le très clairement, nous sommes totalement opposés
à toute mesure qui pourrait pénaliser le recours aux contrats courts pour nos entreprises. Car ce recours au CDD ne constitue en rien, en ce qui nous concerne, une quelconque optimisation, mais une réponse à un réel besoin qui ne peut aucunement être remplacé dans nos entreprises par un emploi à temps plein. Car si vous alourdissez le coût des CDD dans nos entreprises, vous risquez de fragiliser l'entreprise elle-même qui ne pourrait plus répondre à certains marchés. Et puis, on est entre nous, on va dire les choses. De plus, nos entreprises pourraient avoir l'idée, comme le font déjà un certain nombre de grands groupes, notamment dans les plateformes de numérique, de ne plus recourir au CDD du tout et d'utiliser des micro-entrepreneurs comme variable d'ajustement, ce qui naturellement ne serait pas bon pour personne, y compris pour nos entreprises. Pensez notamment à nos collègues de l'alimentation qui organisent de manière occasionnelle des réceptions et qui naturellement ne prennent pas des CDD pour optimiser la gestion de leur personnel. Enfin, vous allez ouvrir dans quelques jours le chantier de la santé au travail. Nous contribuerons positivement à la négociation, en particulier pour simplifier les procédures pour la médecine du travail, pour la CARSAT et toute autre structure ayant comme axe prioritaire la prévention. Et là-dessus, Patrick Lébus est prêt d'ores et déjà, jour et nuit, pendant plusieurs semaines, à être aux côtés des autres négociateurs pour qu'on aboutisse positivement dans ces domaines, et je le remercie très sincèrement. Pour conclure, Madame la Ministre, je souhaite insister sur le fait que nous sommes entrés dans une période de réforme extrêmement importante pour notre pays. Assurance chômage, santé au travail, retraite, la loi Pacte. Je disais encore il y a quelques jours que dans un an, on vivra dans un monde différent pour nos entreprises. Et il est important, au bout du compte, que nos caractéristiques permettent à nos entreprises de se développer. Vous connaissez notre potentiel en termes de cotisation sociale et fiscale, d'aménagement du territoire, de formation des jeunes. Aussi, il faut que ces réformes soient élaborées en prenant en compte nos entreprises de proximité. Comme vous l'avez fait pour la réforme du Code du travail, c'est une des conditions de la réussite de ces réformes. Elles doivent créer un environnement législatif, réglementaire, qui correspond à la réalité et aux besoins de nos entreprises. C'est à ces conditions que le chômage pourra véritablement reculer et que notre pays retrouvera le chemin d'une croissance. En tout cas, c'est notre objectif. Merci de votre attention. Alors, pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas tout à fait ma voix normale. J'espère que les micros vont être suffisamment efficaces pour que vous m'entendiez. Et je m'excuse par avance pour vos oreilles qui vont être un peu écorchées par ma voix un petit peu enrhumée. Voilà. Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, pour moi c'est un honneur et un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, tout simplement parce que les entreprises de proximité, l'artisanat, les professions libérales, l'ensemble des entreprises que vous représentez, eh bien, c'est le poumon économique de nos territoires, on le sait, et vous êtes le premier employeur de France. Donc, en tant que ministre du Travail, en charge aussi de l'emploi, de la formation, évidemment, c'est essentiel. Alors, oui, le gouvernement porte une attention particulière aux TPE-PME, d'abord parce que vous êtes le premier employeur, mais vous êtes aussi le premier créateur d'emplois. La dynamique de création d'emplois, elle est d'abord dans les TPE, dans les PME et dans les ETI, oui, moins c'est vous, mais elle n'est pas dans les grands groupes qui sont utiles, qui portent loin les flambeaux et l'économie française, mais en termes d'impact dans les territoires sur l'emploi, vous êtes en première ligne. C'est pour cela que dans l'action de mon ministère, depuis 16 mois, et vous savez que ce n'est pas un argument de séance que je dis aujourd'hui, je l'ai répété continuellement sur toutes nos réformes, il faut mettre les TPE, PME au cœur du système. De façon traditionnelle, quand on fait des réformes du marché du travail en France, on fait, et c'est très bien, des négociations ou des concertations avec les partenaires sociaux. Mais traditionnellement, par effet de structure, la plupart des représentants, côté patronal et syndical, venaient des grandes entreprises. Donc on a un schéma mental qu'on trouvait de façon très forte dans le Code du travail, qui est en gros,
plutôt conçu pour des grandes entreprises, et après on demande aux petites de s'adapter. Ce qu'on veut faire, ce qu'on a commencé à faire, c'est l'inverse. Si nos lois, si nos contextes, notre environnement, nos règles ne fonctionnent pas pour des TPE-PME, ça n'a aucun sens, puisque c'est elles qui portent l'emploi et l'emploi de demain. Et si elles marchent pour les TPE-PME, de surcroît, elles marcheront pour les grandes et tout ira bien. Donc en fait, il faut inverser le raisonnement. Alors on a commencé à le faire d'abord de façon assez obsessionnelle pour moi, dans ce que j'appelle l'acte 1 de la réforme du marché du travail, qui sont les ordonnances pour le renforcement du dialogue social. Alors, vous l'avez cité, on a pensé au TPE-PME de façon assez systématique. D'abord, le barème des prud'hommes, le fait d'avoir des règles du jeu claires, connues, visibles, ça a embêté toutes les entreprises peut-être, ou ça a inquiété les entreprises, ça a inquiété aussi les demandeurs d'emploi qui n'avaient pas de visibilité, mais c'est surtout les petites qui étaient pénalisées, qui n'ont pas facilement des recours à des avocats, qui n'ont pas de DRH et qui ne savaient pas comment gérer cette situation des prud'hommes. Et cette peur de l'embauche, moi je l'ai vue vraiment changer. Après les ordonnances, à l'automne dernier, j'ai fait une dizaine de réunions avec des TPE, PME dans toute la France. J'ai vu environ 6 000 patrons de TPE, PME. Et le mot qui revenait le plus souvent, c'est « on n'a plus peur d'embaucher ». Et pour moi, ça c'est énorme. Parce que ce qu'on voit d'ailleurs dans le constat, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de recours à la médiation, les contentieux baissent, c'est mieux pour les demandeurs, c'est mieux pour les salariés qui perdent leur emploi, parce que 2 ans de recours, c'est pas bien non plus pour les salariés, et puis c'est mieux pour les entreprises. Je pense qu'aller vers plus de médiation, plus de contractuels et moins de conflits, c'est quand même le sens de l'histoire. Et c'est le sens que nous voulons encourager. Le deuxième point, c'est le référendum dans les TPE de moins de 20 salariés. Pour qu'un artisan, un charcutier, un boulanger, un cabinet dentaire puissent accéder à la même souplesse, à la même flexibilité qu'un grand groupe. C'était quand même un paradoxe qu'on pouvait négocier avec plus de flexibilité dans une grande entreprise que dans une petite où pourtant on dialogue directement tous les jours avec les salariés. Et donc maintenant, ça a démarré. Avant les ordonnances, c'était interdit. Il y a maintenant, à cette date, 364 accords qui ont été signés dans les entreprises de moins de 20 salariés. C'est le tout début. Vous êtes nombreux, vous êtes plus d'1 million à avoir des salariés. Mais je crois que le fait d'avoir commencé montre que c'était le bon sens. Et pourtant, ces accords, ils portent sur des choses sensibles. La rémunération, le temps de travail. Donc on parle bien de choses qui concernent directement la marche de l'entreprise. Troisièmement, la réforme des règles de licenciement. Et ça, c'est quelque chose que vous nous avez beaucoup remonté à l'UDP et dans tous les contacts terrain. C'était la forme qui l'emportait sur le fond. On pouvait être condamné au prud'homme parce qu'on avait mal rempli, parce qu'on ne savait pas exactement les codes pour remplir. Ça, c'est terminé. Maintenant, on juge au fond et pas sur la forme. Et je pense que ça crée un sentiment d'absurdité et d'injustice qui n'était pas acceptable. Le quatrième point, c'était la réforme de la pénibilité. Notre gouvernement est arrivé quelques mois avant la mise en œuvre dans les TPE-PME de la réforme de la pénibilité. Là aussi, on a écouté ce que vous disiez. On a vu que le principe était excellent. Bien sûr que des salariés qui ont eu des conditions de travail pénibles doivent pouvoir partir à la retraite plus tôt, bien sûr. Mais la manière dont c'était prévu était une usine à gaz. On ne pouvait pas passer des heures à compter combien de temps dans l'agriculture ou dans un chantier du bâtiment, il y avait eu des heures d'exposition pénible. Donc on a changé les règles. Ça nous a été reproché par certains. Mais je crois qu'à la fin, on va faire mieux de prévention, on va en reparler. Et on a fait quelque chose qui avait du sens et qui n'était pas paralysant. Quelque chose encore à venir, c'est le code du travail numérique. Parce qu'aujourd'hui, le code du travail, ça reste quand même assez indigeste. On en a besoin du code du travail, mais il faut qu'il soit conçu là aussi en lecture rapide pour les TPE. C'est-à-dire, au lieu de partir de droit, il faut que vous puissiez le lire en disant « Voilà, je suis un artisan du bâtiment, je veux embaucher. Quelles sont les règles en matière horaire ? La loi et la convention, à la limite l'artisan. Ce qui est de la loi et c'est de la convention, c'est surtout le résultat qui compte. C'est quel est l'horaire que je peux faire dans le bâtiment. Et donc ce service-là, nous sommes en train de le construire. Alors moi j'ai une demande par rapport aux ordonnances. C'est que évidemment, les lois, ça n'est que le cadre. Ça n'a de sens et ça n'existe que si vous en servez. Et vous avez commencé à le faire dans les entreprises. Je pense que dans les branches,
et vous l'avez cité, Monsieur le Président, on a donné une large marge de manœuvre aux accords de branche en leur demandant que tous prennent en mesure la situation des TPE-PME. C'est-à-dire que le ministre du Travail, moi aujourd'hui, les autres plus tard, ne pourront pas étendre des accords de branche si on n'a pas pris en compte la situation des TPE-PME. Alors soit l'accord de branche fonctionne très bien pour toutes les tailles, mais on l'a vérifié. Soit il faut adapter par des accords types ou sous d'autres formes. Mais maintenant, les branches, et vous représentez de nombreuses branches, ont une marge de manœuvre plus grande. Et donc, je vous incite vraiment maintenant à profiter de cette liberté de négociation que vous avez au niveau des branches pour vous en servir. Alors, l'acte 2, c'était vraiment la stratégie de compétences à travers la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel et le plan d'investissement compétences. Pour moi, c'est le sujet peut-être le plus structurant de ce que nous faisons ensemble et ce que nous pouvons faire ensemble pour le futur. Je pense que nous voyons tous la même chose, le bouleversement des métiers, le bouleversement des technologies, qui concerne aussi bien un artisan, un commerçant, une profession libérale, qu'un grand groupe. La transition écologique concerne tout le bâtiment, le transport, de nombreux métiers de petites entreprises, et la transition numérique. Alors là, je crois que c'est vraiment tout le monde. Il n'y a pas un métier qui change, parce que la relation client change, parce que c'est aussi l'occasion éventuellement de pouvoir exporter, parce que les relations avec les fournisseurs, les donneurs d'ordre changent. Et donc, cet enjeu des compétences, cet enjeu de la digitalisation, pour moi, il est vital. Il est vital pour vos entreprises demain, pour réussir. Il est vital pour vos salariés, il est vital pour vous. Et donc, pour cela, ça nous paraissait très important, d'abord, de créer l'élan sur l'apprentissage. Grâce à votre secteur, vous l'avez dit, quasiment la moitié des apprentis, et en particulier dans l'artisanat, je salue l'action de l'artisanat à travers Bernard Stalter, qui est particulièrement le fer de lance aujourd'hui de l'artisanat, de l'apprentissage, mais aujourd'hui c'est dans tous les secteurs, les professions libérales, l'industrie, évidemment le bâtiment. Patrick Lébus depuis toujours a été aussi dans les fers de lance de l'apprentissage. Maintenant c'est tous les secteurs qui sont concernés et donc on a voulu déverrouiller tout ce qui empêchait de développer l'apprentissage. Parce qu'on est tous, vous êtes chef d'entreprise, on est en même temps citoyen, on est parents. Comment on peut accepter que plus d'1 million de jeunes dans ces pays soient ni en apprentissage, ni au lycée, ni à l'université, ni au travail? Mais c'est terrible pour eux, c'est angoissant pour les parents, mais c'est terrible pour vous. C'est toutes les ressources que vous n'avez pas, qui n'ont pas les compétences que vous cherchez tous les jours et que vous ne trouvez pas. Donc cet élan national vers l'apprentissage, je pense qu'aujourd'hui, à travers la loi Avenir Pro, on a les conditions pour le réussir et on a le contexte parce que aussi il y a une reprise de l'activité. Alors dans la loi, eh bien, on a donné beaucoup de pouvoir aux branches. Ça n'a pas plu à tout le monde, mais ça plaît à certains et je suis persuadée que c'est la bonne voie. D'abord, c'est vous qui allez écrire les contenus professionnels des diplômes. On était le seul pays d'Europe où les diplômes étaient, même le contenu professionnel, était écrit par l'administration de l'État. Ministère de l'Éducation, ministère du Travail et autres. Je pense que c'est vous qui savez le mieux dire quels sont les métiers d'aujourd'hui et de demain. Ce qui fait que le diplôme complet sera co-construit. Mine de rien, c'est une vraie révolution qui me donne beaucoup d'espoir. Parce qu'aujourd'hui, figurez-vous qu'on rénove dans notre système actuel les diplômes que tous les 5 ans. Alors on fait une cathédrale tous les 5 ans. Enfin, 2-3 ans pour s'apercevoir qu'il n'est plus à jour. 5 ans pour l'établir, 2 ans pour sortir les premiers apprentis, 10 ans. Ben, votre métier, il a changé en 10 ans. Donc, je sais qu'il faut aller sur des blocs de compétences plus simples, plus évolutifs, des petits ajustements chaque année s'il faut. Je sais que vous allez prendre tout ça en main. Je compte sur vous, parce que vraiment, ça fait mal au cœur d'aller parfois dans des centres de formation d'apprentissage, et puis les CFA eux-mêmes qui disent bon, heureusement qu'il y a des entreprises qui leur donnent le compliment, parce que nous, il y a des choses qui ne sont pas dans le diplôme, et c'est pourtant ça qu'il faudrait apprendre. Donc voilà, ça c'est vraiment un point important. Le deuxième, c'est les fameux coûts au contrat, c'est-à-dire c'est vous, dans les branches, qui allez définir, parce que c'est à vous de savoir combien ça coûte de former un CAP cuisinier ou un bac pro électricien. Aujourd'hui, d'une région à l'autre, le même CAP cuisinier, ce n'est pas un exemple au hasard, mais il y en a des dizaines comme ça. Eh bien, certaines régions donnent 2 500 € pour former un cuisinier par an, matière d'œuvre compris. Moi, je ne sais pas comment on fait de la qualité à ce prix-là. Et puis, il y a une autre région qui va aller à 14 000 €
là, c'est peut-être pas tout à fait nécessaire. Eh bien, c'est vous, sur la base de tous les éléments qu'on a, qui allez dire, ben voilà, un CAP cuisinier, on sait combien ça coûte, et les CFA, automatiquement, dès qu'un jeune d'une entreprise signe un contrat, il reçoit le financement. L'entreprise n'a pas le souci que le financement n'existe pas. Ensuite, évidemment, un point essentiel, c'est toute l'évolution des métiers, mais j'y reviendrai dans la formation. Alors oui, vous êtes au centre de la réforme aussi pour les aides. Jusqu'ici, il y avait 4 aides. Alors je suis sûre que grande partie des entreprises de proximité ne les connaissaient pas toutes. 4 aides, dont un crédit d'impôt, 3 aides financières financées par l'État, dont 2 distribuées par les régions, 4 guichets. Voilà. Ça, comme ça, une fois qu'on a dit ça, on est à peu près sûr que tout le monde n'a pas l'aide. Donc on va faire quelque chose de très simple. Une seule aide pour toutes les entreprises de moins de 250 salariés, 6 000 € la première année, 3 000 € pour toutes les entreprises qui accueillent un jeune en CAP ou Bac Pro. J'ai entendu le message sur les BTS pour les petites entailles. Ce n'est pas ce qui est écrit dans la loi, parce qu'on a voulu faire sans augmenter les cotisations. Et on a suivi les partenaires sociaux là-dessus. Bon, c'est quelque chose qu'il faudra peut-être regarder dans le futur. Mais on ne voulait pas augmenter non plus les prélèvements obligatoires, tout en augmentant le nombre d'apprentis. C'était une contrainte qu'on s'était donnée. Et vous n'aurez plus à faire tous les guichets, puisque dès l'enregistrement du contrat, vous recevrez l'aide automatiquement, et ce, dès 2019. Ensuite, le coût de l'apprenti. Ben, souvent, le coût de l'apprenti, il est moins cher que ce qu'on croit. Mais comme l'aide, elle arrive après, ou elle n'arrive pas, c'est votre expert comptable qui sait le coût réel. Mais vous ne le savez pas, parce que vous voyez déjà ce que vous déboursez, puis quelques mois après, il y a une aide qui arrive. Là, vous allez voir direct, parce que vous allez recevoir de l'URSSAF l'aide tous les mois. Donc ça va se déduire directement de la feuille de paye. Et dans ce qu'on a prévu, eh bien, le coût contrat pour un jeune de 16 à 18 ans en apprentissage, le reste à charge pour vous, c'est 65 € par mois la première année, 441 la deuxième, 400 et 700 à peu près au niveau du Bac Pro. Donc vraiment, c'est quelque chose qui fait sens et qui n'empêcherait pas votre effort de formation. Sur le droit du travail, on a simplifié toute une série de bizarreries qu'on avait dans le Code du travail. Les boulangers n'avaient pas le droit, sauf dérogation express de l'inspection du travail, d'apprendre à faire le pain à des jeunes de 16 à 18 ans avant 6 h du matin. Alors évidemment, quand on dit ça, ça fait un peu rire quand on connaît la boulangerie. Maintenant, voilà, vous pourrez former aux heures où vous faites le pain, c'est quand même plus pratique pour qu'ils apprennent à faire le pain. Voilà. On avait quelques sujets aussi dans le bâtiment, quelques sujets pour les marins-pêcheurs, parce qu'il se trouve qu'il y a des ports où, mais ça c'est plus chez les agriculteurs, mais voilà, la marée fait que c'est plus que 8 heures, il faut pouvoir travailler. Et quelque chose de très important, surtout pour le bâtiment, sur les chantiers, c'est que le jeune puisse travailler 40 heures si tout le chantier est à 40 heures. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que le jeune, le vendredi après-midi, il est dans la camionnette avec son iPhone pendant que tout le monde travaille, il n'apprend rien, il s'embête et ça ne sert à rien. Alors bien sûr, la semaine, bien sûr, ça sera des heures supplémentaires, payées comme heures supplémentaires, les compensations, tout ça bien sûr. Et la semaine en CFA, elle restera la semaine en CFA, mais je pense que ça, c'est un peu du bon sens. En fait, on a mis du bon sens dans la loi. Ensuite, alors sur la réforme de la formation professionnelle, je disais l'enjeu de l'évolution de la digitalisation, de la transition numérique, de l'évolution de vos métiers, de l'évolution de la relation client, de l'évolution des attentes des clients. Tout ça, c'est essentiel. Et puis, il y a tellement de métiers qui changent. Je ne vais pas citer toutes les professions libérales, mais franchement, il y a des changements majeurs dans beaucoup de professions libérales aussi. Donc, c'est essentiel. Or, aujourd'hui, malgré 30 ans de mutualisation et de gestion paritaire, je regrette de dire que seulement un tiers des salariés de TPE, PME accèdent à la formation chaque année. C'est 2 fois moins que dans les autres entreprises. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux pour ces salariés qui n'ont pas les qualifications du futur, mais c'est dangereux pour vos entreprises, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas assez l'évolution de qualification dont vous avez besoin pour faire réussir vos entreprises. Alors c'est pour ça qu'on a maintenu une mutualisation pour les entreprises de moins 50 salariés, mais on a fait plus que ça dans la loi. On a prévu une solidarité financière des grandes entreprises vers les TPE, PME. Parce qu'il faut bien dire une chose, c'est si vous versiez aux mêmes OPCA, mais que vous bénéficiez moins de la formation, ça veut dire finalement que la mutualisation était à l'envers, de fait, puisque les grandes entreprises bénéficiaient en moyenne plus que ce qu'elles avaient mis, et les TPE en moyenne moins que ce qu'elles avaient mis dans l'OPCA, ce qui est évidemment pas le sens de la solidarité qui est nécessaire.
Et donc pour cela, maintenant, la solidarité financière, il y aura une cotisation de toutes les entreprises vers les TPE-PME qui permettra d'augmenter le champ de ce qui est possible. Une simplification des aides. Il y a 57 types de collecte aujourd'hui entre la formation et l'apprentissage et tous les dispositifs autour. Mais il n'y en aura plus qu'une, ce sera l'URSSAF, et comme ça sera beaucoup plus simple. Sur le travail détaché, je voulais dire aussi que la directive détachée, on a veillé à ce que travail égal, salaire égal, sur le même lieu de travail, ça soit réel. Et ça, c'est franchement le combat de notre gouvernement, le combat de la France. On a rallié les autres pays, ce n'était pas gagné d'avance. On est arrivé un 17 mai, on devait signer le 15 juin la directive détachée, l'évolution qui ne protégeait pas vraiment, parce qu'elle n'intégrait pas dans la comparaison, notamment les primes. Donc, ce qui fait qu'en fait, on considère qu'il y avait toujours du dumping social avec des entreprises qui arrivaient d'un autre pays et qui avaient vraiment des conditions de concurrence qui n'étaient pas égales aux vôtres. Donc ça, on l'a réglé, je dirais, dans ce combat de la directive détachée. La loi de transposition sera en 2019, mais d'ores et déjà, on en tient compte quand on regarde le droit du travail. Je pense que c'est très important, de même que la lutte contre le travail illégal et la fraude au travail détaché. Le travail détaché, c'est bien si les compétences n'existent pas et qu'on va les chercher, c'est pas mal en soi. Enfin, il y a beaucoup de fraude, il y a des systèmes organisés, et donc là, c'est des priorités du contrôle de l'inspection du travail. Pour une fois, vous allez aimer l'inspection du travail, si vous me permettez. Un peu d'humour. Alors, ensuite, dans nos grands chantiers à venir, eh bien, il y a l'assurance chômage et la santé au travail. L'assurance chômage, c'est important parce que c'est le 3e acte de la réforme du marché du travail. C'est important que les règles soient adaptées au contexte d'aujourd'hui. Le contexte d'aujourd'hui, c'est qu'on recrée de l'emploi en France. On a créé 288 000 emplois nets en France l'année dernière. On est sur une tendance de 170 000 emplois cette année. Et si on n'avait pas le problème du gap de compétences, on en créerait plus. Parce qu'on sait qu'une entreprise sur 2 qui recrute dit qu'elle a des difficultés de recrutement. Et la plupart du temps, pas uniquement, mais c'est le sujet des compétences. Il y a aussi le sujet des mobilités et des règles de l'assurance chômage. Donc il faut que les règles de l'assurance chômage incitent au retour à l'emploi et à l'emploi le plus stable possible. Et là, je sais que nous avons des débats sur les contrats courts. Le contrat court, c'est tout à fait logique et nécessaire s'il y a un surcroît inopiné de charge de travail. Et très souvent, d'ailleurs, que ce soit un CDD ou un intérim, dans ces cas-là, ça permet de repérer des gens aussi et puis qu'ils aient accès à l'emploi. Je regardais l'autre jour, dans l'intérim, pour les personnes en situation de handicap qui souvent n'accèdent pas à l'emploi, eh bien 70% sont embauchés en CDI après. Donc le CDD et l'intérim, ça peut être un tremplin vers l'emploi, en même temps que la gestion de la surcroît de main-d'œuvre. Donc il ne s'agit pas de bannir les contrats courts, mais on est le pays européen de loin qui a le recours le plus aux contrats courts dans des proportions qui sont un peu alarmantes, puisque près de 9 embauches sur 10 sont en CDD, en intérim. Vous savez, moi j'ai aussi l'expérience d'entreprise, ce n'était pas les mêmes types d'entreprises, mais quand on n'a que des CDD ou des intérims dans une société, les problèmes de qualité produits, les problèmes de sécurité au travail, et on ne forme pas aussi bien, eh bien à terme c'est dangereux aussi en management des entreprises. Donc je pense qu'il faut qu'on ait une régulation plus fine. Aujourd'hui, on peut faire des groupements d'employeurs, on peut faire du CDD intérimaire, on a des manières de gérer à plusieurs cette flexibilité, et puis par les ordonnances, vous pouvez aussi négocier de la flexibilité interne, aménager le temps de travail dans l'année en fonction de la charge de travail. Donc on a des leviers, ce n'est pas comme si on n'avait pas de levier, mais je pense que c'est important. Et vous verrez dans les simulations, quand vous allez travailler dessus entre partenaires sociaux, je ne veux pas interférer dans cette négociation, c'est la négociation des partenaires sociaux, mais qu'aujourd'hui, si on mettait en place un système bonus-malus, c'est les petites et moyennes entreprises qui seraient les bénéficiaires, car vous verrez que le recours massif à l'intérim, il est beaucoup plus grand dans les grandes entreprises que dans les petites. Donc regardez attentivement, car la précarité qui est pénalisante pour le système, mais elle est aussi pénalisante pour des entreprises qui, elles, essaient de gérer au mieux. Bien sûr, il faut du recours au contrat court. Ce n'est pas le contrat court qu'on va taxer. C'est le fait d'en faire un système de gestion massif, qui est le cas de certaines entreprises et pas d'autres. Et ce n'est vraiment pas le cas général, mais dans ces cas-là, il faut savoir aussi que ça pèse beaucoup sur le déficit de l'assurance chômage. Cette inflation des contrats courts qui a complètement explosé depuis 10 ans, faute aussi de flexibilité interne à l'entreprise, ce n'était pas possible avant,
Ça coûte 8 milliards de déficit, 8 milliards d'euros de déficit. Ça veut dire que ça met en danger le régime d'assurance chômage. Ça veut dire que si on a une prochaine crise, dans 5 ans ou dans 10 ans, il n'y aura que 2 solutions. Baisser drastiquement les droits des chômeurs ou augmenter drastiquement les cotisations des entreprises. Eh bien, moi, je souhaite ni l'un ni l'autre. Parce que je pense que c'est bien qu'on ait un système de protection solide dans ce pays. Ça fait partie de notre modèle social. Il faut qu'il soit incitatif au retour à l'emploi. Il y a des règles qui, aujourd'hui, n'incitent pas au retour à l'emploi. Vous le vivez. Donc ça aussi, il faut les modifier. Mais il faut qu'on ait un système solide. Pour qu'il soit solide, il faut aussi qu'il permette que les entreprises qui ont une gestion, je dirais, équilibrée et dynamique de l'emploi ne soient pas pénalisées par quelques-uns qui, eux, ont créé un système de gestion quasi permanent. Et je crois que là-dessus, c'est notre responsabilité à tous. Enfin, je voudrais dire quelque chose. Je voudrais dire 2 choses en fine. D'abord, les entreprises que les Français aiment, c'est vous. Je ne sais pas comment, mais tout ce que vous faites pour parler de vous, pour attirer les jeunes, vous avez une bonne image. Alors, c'est parfois injuste pour les grandes entreprises, mais c'est comme ça. Parce que vous êtes des métiers de proximité, parce que les gens vous connaissent, parce qu'ils mettent un visage sur vos noms, parce qu'ils connaissent, tout le monde connaît un boulanger, une profession libérale, un artisan du bâtiment, tout le monde. Je crois que cette proximité, elle fait que vous êtes appréciés par nos concitoyens. Est-ce qu'on peut, ensemble, réussir que ça se transforme aussi, qu'on arrive à attirer les jeunes et les ressources? Parce que c'est vrai qu'au niveau de l'emploi, vous avez plus de difficultés à recruter, pour autant. Et là, dans la loi apprentissage, je terminerai là-dessus, il y a une opportunité formidable qui s'ouvre. On a mis dans la loi, et c'est une grande révolution, avec mon collègue Jean-Michel Blanquer, que désormais, de la 4e à la 1re, chaque année, pour tous les élèves, qu'ils soient en succès, pas en succès, selon les critères scolaires, parce que beaucoup d'entre vous qui sont chefs d'entreprise, ils n'ont pas forcément aimé l'école, ils peuvent faire des grandes carrières et avoir des grands succès. Donc on sait tous que c'est complètement injuste et que ce n'est pas parce qu'on n'aime pas l'école entre 12 et 15 ans qu'on ne peut pas réussir et qu'on ne peut pas faire l'excellence. La vie montre le contraire. Mais il y a tellement de parents qui ne le savent pas, il y a tellement d'enfants qui ne le savent pas. Et donc pour cela, il y aura 54 heures par an pour chaque élève, tous les élèves, pour découvrir les métiers de la 4e à la 1re. Alors il faut investir ce champ. C'est les régions et les professions, avec les collèges et les lycées, qui vont organiser ça. Et vous savez, le meilleur témoignage, c'est le vôtre. Ce n'est pas l'affiche sur un papier qui va les convaincre des métiers. C'est vous avec votre passion, vous qui expliquerez que vous êtes devenu chef d'entreprise grâce à l'apprentissage. Vous allez envoyer vos apprentis qui ont 22 ans, qui ont les yeux qui brillent, qui sont passionnés, vos maîtres d'apprentissage. Ça sera le meilleur témoignage. Envoyez des jeunes dans vos entreprises. Les jeunes, ils vont dire « Ah bon, il a 22 ans, il fait ça, il a ses responsabilités, il a l'air de s'éclater. Je peux faire un stage ?» Voilà. Et donc, je crois que là, on a quelque chose. On peut changer les mentalités, enfin, sur l'apprentissage, mais à travers l'apprentissage, sur le travail et sur l'artisanat et les petites entreprises de services de proximité. Donc, prenons l'apprentissage comme un levier formidable pour faire découvrir vos entreprises, attirer vers vos métiers et enfin reconnaître l'excellence qui est la vôtre. À vous de jouer. On n'a pas répondu sur l'opto. Ah non. Bon, ben, ça, c'est ce que je veux dire. C'est bon quand même. Oui, oui. Hein? C'est bon, c'est bon.